Bonjour tout le monde, de retour avec de nouvelles capsules, maintenant pour le chapitre 5. Pour ce chapitre, en fait, j'avais pensé faire une capsule d'introduction, de mise en contexte, parce que, comme vous pouvez voir présentement, vous pouvez voir les notes de cours là, avec lesquelles je vais travailler. Je vais faire pas mal comme d'habitude, vous donner des exemples et tout. Mais avant de parler des notes de cours qui sont ici, je pense que c'est important que je fasse une petite mise en contexte de qu'est-ce qu'on va faire, en fait, à partir du chapitre 5 et dans quel but on fait ça. Et surtout, c'est pour vous donner une orientation là d'ici la fin de la session là, sur les actions là, sur lesquelles on va se concentrer. Parce que une fois qu'on a fait la première moitié de la session avec l'examen qui s'est déroulé là, dernièrement, bien on rentre dans la deuxième moitié de la session qui va être en fait l'apprentissage et l'apprivoisement des réactions en chimie organique qui permettent de faire de l'architecture moléculaire. Donc, la première moitié de la session, en fait, servait majoritairement à se familiariser avec les structures et les propriétés des molécules organiques. Donc, on en a fait quand même plusieurs. Et la nomenclature faisait partie de ceci, là. Et là, ce qu'on va faire, mais on va commencer à apprendre à comment modifier, du moins sur papier, ces molécules-là pour obtenir d'autres molécules par après dans un but précis, la plupart du temps. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous mettre en contexte là, à quoi ça va servir, en fait, ce qu'on va faire. Dans les prochaines minutes, là, je vais vous montrer quelques réactions chimiques. Puis, premièrement, je tiens à mentionner que c'est normal là, que vous compreniez pas tout à fait ce que je vais dire d'emblée. Okay, je vais vous dire plusieurs informations et on va détailler le tout d'ici la fin de la session. Donc, je fais vraiment une introduction très large, là, et on va tout reprendre ceci pas à pas là, dans les prochaines capsules, puis je parle des prochaines jusqu'à la fin de la session. Donc, à quoi ça peut ressembler, en fait? Souvent, je demande à mes étudiants, qu'est-ce que ça fait dans la vie un chimiste organique ou organicien? Et c'est quoi son but quand il arrive au travail le matin. Et ici, mais vous avez un court extrait là d'un article scientifique. L'article scientifique, je peux vous montrer le titre. Là, vous voyez ici, c'est la synthèse de l'ibuprofène. Donc, l'ibuprofène qui est l'ingrédient actif de l'Advil. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on achète la pilule d'Advil, donc mon chien qui semble avoir vu quelque chose dehors, je disais, lorsque on achète une pilule d'Advil avec de l'ibuprofène dedans. Et en fait, pour ce qui est de la majorité des médicaments, ce ne sont pas des molécules qui sont trouvées directement dans la nature. C'est pas impossible, hein? Mais la plupart du temps, il y a eu des transformations pour arriver à la synthèse des médicaments. Et quand on parle de médicaments, justement, bien les pharmaciens vont les vendre, les médecins les prescrivent, tu sais, on a toute une chaîne, l'idée de la chaîne du système de santé, mais à la base, ils ont été, ces médicaments-là, fabriqués par des chimistes organiciens. Il y a plusieurs méthodes, là, mais majoritairement, ça peut ressembler à ceci. Et puis, comme je vous disais, bien, l'ibuprofène, qui est la molécule de droite, ici, n'est pas retrouvée directement dans la nature. Et le défi d'un chimiste organicien, c'est d'être capable de transformer des molécules qu'on peut obtenir facilement, comme la molécule de gauche ici, qui s'appelle le para-isobutyl acétophénol, donc para-isobutyl acétophénol. La molécule de gauche ici, c'est un résidu là de la production de pétrole. À ce moment-là, puisque ce sont des résidus, on peut aussi ici penser à déchets comme mot. C'est des molécules qui, la plupart du temps, là, ne coûtent pas cher. Donc, les industries ont un grand avantage à acheter du stock de départ, comme ça, qui vaut pas cher, et à aller chercher de l'expertise de transformation pour aller chercher une molécule qui, elle, vaut plus cher une fois qu'elle est transformée, puisqu'elle a un impact médical. Ici, c'est un anti-inflammatoire, là, l'ibuprofène, là, antidouleur, anti-inflammatoire, ça fait baisser la fièvre aussi, là, mais c'est une molécule qui a des propriétés différentes que celle de départ, qui ne vaut à peu près rien. Et ce que vous voyez ici entre chacune des transformations, ce sont des conditions réactionnelles qui permettent de faire un changement précis sur la structure d'une molécule, et c'est là-dessus qu'on va travailler, nous, là, sur les changements de molécules, de fonctions là, sur les molécules, à l'aide de réactifs précis. On va les classer, on va les ramasser dans des familles, on va essayer de faire des regroupements
développement là, pour essayer de se démêler là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de conditions réactionnelles. Et je vous dirais que dans la vie d'un chimiste organicien, l'établissement même de nouvelles conditions de réaction pour améliorer les rendements de réaction, par exemple, là, ça fait partie de la recherche de tous les jours. Là. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans l'élaboration de nouvelles conditions réactionnelles. Bref, ici, vous avez un exemple d'une chaîne de réactions qui permettent d'obtenir la molécule d'ibuprofène ici à la fin, qui, elle, va pouvoir être utilisée là, pour mettre ça dans des pilules comme le Advil. Donc, la première réaction ici, là, c'est à ce moment-ci que je vais vous donner des informations, ça peut-être un peu décontextualisées, on va les revoir ensemble, là. Mais la première flèche ici, avec le réactif qui s'appelle NaBH4, là, c'est ce qu'on appelle un réducteur, et ça a la capacité de faire passer une cétone à un alcool. Donc, comme vous pouvez voir, le NaBH4, ici, son action, il est sur l'acétone qui transforme en alcool, et il n'y a pas d'action sur le reste de la molécule. Donc, particulièrement, ce réactif-ci a la capacité de transformer une cétone en alcool, et sinon en alcool secondaire. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction que vous voyez ici, ça rentre dans ce qu'on appelle la catégorie de la substitution nucléophile. Substitution parce que le HCl, qu'on peut mettre ici comme deuxième réactif, bien le Cl- du HCl peut remplacer le OH sur la structure. Donc, on a substitué le OH pour le Cl, et on appelle ça une substitution nucléophile, cette réaction-là. Ça se fait automatiquement, vous prenez la molécule la numéro 2 ici, là, celle avec l'alcool, puis vous la mettez en présence d'HCl, puis on agite pendant plusieurs minutes, et la transformation se fait toute seule. On remarque à la fin, là, par des méthodes il y a des méthodes d'analyse de structure là, qui permettent de confirmer que le chlore a bel et bien remplacé le OH sur la structure moléculaire. Troisièmement, bien le reste ici, en fait, c'est comme une seule réaction qui se fait dans le sens que c'est tout ça se fait en même temps. C'est pour ça que vous voyez ici que c'est fait la même journée. C'est une synthèse qui se fait pour des étudiants même de niveau cégep et début universitaire. Donc, pour la fin de la transformation, ici, vous avez une étape où est-ce qu'on insère un atome de magnésium entre le chlore et la structure organique. Là, c'est ça, on appelle ça ici la formation d'un réactif de Grignard. Donc, on les verra dans le chapitre 7, là, si ma mémoire est bonne, un petit peu plus tard. Là. Donc, les réactifs de Grignard ont une belle réactivité, surtout pour faire, entre autres, des acides carboxyliques. Donc, on prend notre réactif qui est ici, puis on met en présence de CO2 gazeux. Et après ça, à la fin, on met du HCl pour acidifier le tout. Quand vous voyez des chiffres comme ça, ce sont comme des étapes successives. Là. On fait une réaction numéro 1, on attend un peu, puis on fait la deuxième étape ensuite. Et vous allez avoir la production d'un acide. Donc la séquence ici a pour but de changer une cétone en acide carboxylique avec un carbone de plus. C'est la particularité là, de la différence aussi là, entre le début et la fin. Bien, en fait, qu'est-ce que fait un chimiste organicien? Bien, son patron arrive et lui dit, je te donne ceci. Trouve-moi une façon de te rendre jusqu'ici avec les transformations que tu connais, que tu as appris dans tes cours. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines, c'est d'apprendre quelques transformations comme ceci pour justement répondre à ce genre de défi. Donc, autrement dit, de prendre une molécule au départ. Puis, en premier lieu, tu sais, je vais juste vous donner comme une molécule au départ avec une flèche, un réactif ici. Puis, je vais vous demander d'appliquer correctement la transformation. Ici, par exemple, ce serait la transformation d'une cétone en alcool. Donc, c'est ce qu'on va apprendre, là. NaBH4, ça change des cétones en alcool. Tu sais, on va faire des choses comme ça. Puis, éventuellement, vous allez être capable de faire des petits enchaînements comme ceci, pour partir d'une molécule A et vous rendre jusqu'à une molécule B avec plusieurs intermédiaires entre les deux. Donc, ça va devenir un jeu de casse-tête ou un jeu de logique où est-ce qu'il va falloir mettre les étapes dans le bon ordre pour obtenir le bon produit. C'est ce que j'appelle ici de l'architecture moléculaire. C'est pas mal ça, là. C'est comme quoi on modifie les structures à des endroits précis. Parce que dans tout ça, aucune des transformations n'a d'effet sur le reste de la molécule, puis ça, c'est voulu. Okay? C'est fait partie des particularités. Là. Il y a plusieurs autres réactifs qui auraient un effet sur le reste de la molécule, mais ici, il faut les choisir aussi judicieusement pour faire des transformations uniquement au bon endroit. Donc, ce que je vous dis ici, c'est vraiment une entrée en matière.
n'avez pas à apprendre ces réactions-là tout de suite, on va les regarder là, avec les notes de cours. Puis c'est dans un but de ce genre-là qu'on va apprendre les réactions là, dans les prochains chapitres. Je peux vous donner aussi un ou deux exemples additionnels. Vous avez ici une réaction qui vous montre la synthèse de l'aspirine. L'acide acétylsalicylique que vous avez ici, ça c'est la molécule active qui est dans l'aspirine. Et ici, la synthèse de l'aspirine, bien, les scientifiques ont été chanceux, c'est pas plusieurs étapes, c'est une seule étape. Donc, des fois, on est chanceux, c'est moins long, c'est moins difficile, et on peut le faire en une seule étape. Puis, ici, cette synthèse-là répondait à un problème particulier. C'est que la molécule de gauche, qui s'appelle l'acide salicylique, est une molécule qu'on retrouve, entre autres, dans l'écorce de saule. Donc, c'est pour ça, c'est salicyle, là, ça vient du saule, donc dans l'écorce d'un arbre. Et c'est connu depuis plusieurs centaines d'années que les décoctions d'écorce de saule sont capables de faire diminuer des douleurs. Les Amérindiens, ici au Québec, au Canada, mâchaient de l'écorce de saule quand il y avait des douleurs aux dents. Donc, ils pouvaient soulager leurs douleurs aux dents là, en mâchant dans l'écorce de saule. Puis après ça, ben, ils ont découvert qu'en les faisant bouillir pour faire une espèce de thé avec de l'écorce de saule, ben, on pouvait aller chercher les bénéfices de cette molécule-là, non seulement sur l'extérieur du corps, mais aussi en l'absorbant si on avait mal à la tête ou on avait mangé un coup de hache là, sur la tête en faisant une bataille avec quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, c'était une molécule là, qui était connue depuis plusieurs années, mais en fait, ils ne savaient pas c'était quoi la structure, mais ils savaient que dans l'écorce de saule, quelque chose faisait du bien et enlevait la douleur. Le problème avec cette molécule-là, c'est quand on la met dans une pilule et qu'on essaie de la faire avaler aux gens, ça a un très mauvais effet sur l'estomac. Ça cause des douleurs abdominales là, assez importantes, puis ça peut être dangereux même de faire des ulcères d'estomac. Et dans les années 1800, c'est pas si récent que ça, l'aspirine, là, c'est dans le milieu des années 1800, bien, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en faisant une simple modification, en faisant réagir l'acide salicylique avec une molécule qui s'appelle l'anhydride acétique, on pouvait faire une transformation qu'on appelle une estérification. Donc, on rajoute le morceau qui est en rouge ici, là. Et juste en rajoutant ce morceau-là, c'était suffisant pour diminuer de façon très, très significative les problèmes d'ulcère d'estomac qui étaient dus à l'ingestion de l'acide salicylique. Et est né ensuite l'acide acétylsalicylique qui a les propriétés qu'on connaît maintenant de l'aspirine. Et ça, comme je vous dis, depuis à peu près le milieu des années 1800, c'est quand même un assez vieux médicament. Vous avez ici un autre exemple au niveau de la synthèse, celle-ci, c'est l'acétaminophène, donc la molécule active dans le Tylenol. Et c'est un peu la même idée, vous avez ici ce qu'on appelle du para-aminophénol, qui n'a pas vraiment de vertu thérapeutique, et seulement quand on fait le même genre de réaction avec l'anhydride acétique, et on arrive avec cette molécule-ci. Cette molécule est justement l'acétaminophène, c'est-à-dire le Tylenol, ou le paracétamol, là, tout dépendant de quel coin vous êtes sur la planète. Là. Le paracétamol là, qui est vendu, en fait, je pense que juste au Canada et aux États-Unis que c'est vendu sous forme de Tylenol. Là, dans le reste du monde, ça s'appelle du paracétamol. Et c'est la molécule qu'on connaît là, dans les Tylenol qui enlève la douleur et qui fait aussi baisser la fièvre. Donc, encore une fois, ici, un coup de chance, là, c'est une seule étape de transfert, de modification, là, qui permet de faire ce qu'on appelle une addition nucléophile là, sur un groupement acide. Là. Donc, ça nous permet de former cette molécule-là. Donc, on forme là, ce qu'on appelle ici un lien amide, qu'on verra là, un petit peu plus tard aussi. Donc, tout ça pour vous dire, en guise d'introduction, qu'on va travailler, nous, sur l'apprentissage de quelles conditions sont intéressantes pour rajouter ou enlever tel morceau sur une molécule, et ça deviendra moi j'appelle ça un jeu, vous verrez ça comme vous voudrez, mais personnellement j'aime bien ça, un jeu de casse-tête, un jeu de logique, où est-ce qu'il faut mettre les bonnes étapes dans le bon sens pour obtenir la bonne transformation sur la molécule lorsqu'elle est demandée. Donc pour ce qui est de cette capsule d'introduction, je crois que c'est amplement suffisant. Dans la prochaine, bien je vais rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir parler de la synthèse des molécules organiques, c'est-à-dire les modifications qui sont possibles à faire sur des molécules simples pour commencer.